Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc réunis pour toute une journée de travail avec beaucoup d'intervenants et puis beaucoup de personnes qui se connectent et qui vont d'ailleurs pouvoir débattre tout au long de la journée sur cette question très difficile qui est la question suivante: comment éviter une génération sacrifiée? C'est au fond la question que se pose le sexe économiste. Est-ce que la jeunesse est la grande sacrifiée de cette période de pandémie? Nous faisons ça avec France Info et l'Express, et nous sommes accueillis avec grand bonheur par Toulouse School of Economics, qui est, j'allais dire, une des universités économiques les plus impressionnantes en France et en Europe. Je vois Christian Gaulier, qui en est le doyen, qui me regarde avec sympathie, parce que je dis exactement ce que je pense. C'est une des écoles les plus brillantes qu'on ait et qui montre à quel point la réflexion économique dans notre pays est, j'allais dire, vivante. Alors comment va-t-on travailler? On a une introduction qui va durer 1 heure et Christian va s'exprimer dans quelques minutes sur ce sujet. Je vais vous la décrire après, et puis nous aurons 4 sessions qui vont se dérouler tout au long de la journée avec une conclusion vers, je crois, 17h30, qui sera d'ailleurs précédée par quelques mots dits par notre ministre d'économie, Bruno Le Maire. Je voulais d'abord vous dire de quoi on parle. On parle de cette jeunesse, et nous appelons jeunesse les personnes, les femmes et les hommes qui ont entre 18 et 29 ans. Ça représente 9 millions 200 000 personnes, et c'est une situation pour ces 9 millions 200 000 personnes qui n'est déjà pas formidable, puisque si on prend les chiffres, j'allais dire, pré-Covid, il y a près d'un tiers de cette population, c'est 9 millions de personnes, un peu plus de 9 millions de personnes qui sont en réalité en situation difficile, que ce soit ce qu'on appelle les NEETs, c'est-à-dire ceux qui sont complètement désocialisés, partie de la population désocialisée, et puis ceux qui cherchent un travail et qui n'en ont pas, donc qui se trouvent, qui sont des personnalités actives, mais en non-emploi. Et puis, il y a peut-être un chiffre encore plus important, pas loin, un peu plus de 12% de la population qui est, j'allais dire, en situation de pauvreté. Donc, c'est une situation très difficile. Et dernier élément descriptif très rapide, c'est évidemment le fait que l'enseignement supérieur aujourd'hui se fait en non présentiel, donc uniquement à distance, et que tout ceci pose problème. Alors, on a des nouvelles plutôt rassurant du côté du gouvernement, mais c'est quand même une difficulté pour ces derniers mois, ces 8 derniers mois, qui ont posent des problèmes de nature psychologique et de nature de qualité de l'enseignement. Pas qualité de l'enseignement, mais de rapport entre les enseignants et les étudiants qui sont évidemment problématiques. Alors, comment ça va se passer? Ça va se passer tout simplement par une introduction qui va durer 1 heure. Dans quelques minutes, ce sera à Christian Gaulier, qui est le doyen de la Toulouse School of Economics, de s'exprimer sur le sujet. Puis, nous aurons une intervention d'une vingtaine de minutes de Jean Castex, le Premier ministre, qui va nous dire tout ce qu'il fait, car en réalité, l'objet de la journée, c'est d'évaluer ce qui est proposé. Le gouvernement est actif, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est, au fond, j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas des trous dans la raquette? C'est ce que nous essaierons point sur lequel nous allons nous interroger tout au long de cette journée. Puis nous aurons Philippe Martin, qui est le patron, président ou vice-président, je crois, je ne sais plus quelle formule, mais en fait président réel du Conseil d'analyse économique, et qui est membre du CELS économiste. Puis nous aurons un sondage qui a été réalisé par ELAB, et c'est Bernard Sadanès qui nous fera le commentaire de ce sondage sur. C'est un sondage qui est très intéressant parce que c'est un sondage miroir, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les jeunes qui nous disent ce qu'ils pensent de la situation, et les non-jeunes, donc les plus de 29 ans, qui nous disent ce qu'ils pensent de la situation des moins de 29 ans. Donc ça permet d'avoir une vision très complète et très intéressante du sujet. À partir de ce moment-là, nous aurons donc 4 grandes sessions qui seront toutes animées par un membre du CELS Economist. La première session
ce sera la session précarité des jeunes, une fatalité, point d'interrogation, est-ce que c'est une fatalité? Et c'est animé par Philippe Martin, que je viens de présenter. Une deuxième session, toujours dans la matinée, enseignement que transmettre à une génération en recherche de perspectives, et c'est Patrice Geoffron, qui est un professeur à Dauphine, membre du CES Economist. Cet après-midi, emploi quelles peuvent être les nouvelles opportunités, et c'est Emmanuel Ruyol, qui est professeur à Toulouse, membre du CES Economist, qui l'animera. Et enfin, la dernière session, comment la jeunesse peut-elle transformer la société? Ce sera Françoise Benamou, qui est professeur à Paris 13 et qui est membre du CES Economist. Alors tout ça aura en plus un statut et une organisation particulière, puisque ça démarrera par un interview d'une personnalité, souvent un jeune, qui essaiera de poser le débat. Puis le membre du cercle sera une sorte de guest speaker, expliquant le sujet dans toute son ampleur, et puis après un débat qui le présentera et animera. Et à la fin, nous aurons une petite intervention, une courte intervention de Bruno Le Maire et les conclusions qui seront faites par toute une série de personnalités, mais j'en reparlerai tout à l'heure puisque j'aurai le plaisir d'animer cette conclusion. Voilà. Donc, mon cher Christian, à toi la parole. Comment éviter une génération sacrifiée? Pour quelques minutes, tu as la parole. Merci beaucoup Jean-Hervé. Je reconnais l'efficacité du Cercle des économistes à organiser des événements qui sont au centre des débats de société d'aujourd'hui. Effectivement, les liens entre la crise du coronavirus et les problématiques de la jeunesse sont essentiels. Juste une petite remarque avant de démarrer, si tu me le permets, une petite égratignure quand même. Tu as raison à moitié. En général, mes collègues se trompent sur différentes institutions académiques toulousaines. Il y a la Toulouse School of Economics, il y a la Toulouse Business School et la Toulouse School of Management. Et en général, moi je me retrouve directeur général de la Toulouse Business School, qui n'a pas grand-chose à voir avec nous d'ailleurs. Mais par contre, donc ça, tu avais tout à fait raison, c'est bien Toulouse School of Economics. Par contre, je ne suis pas doyen, et ça c'est la complexité de nos institutions académiques françaises. Je ne suis pas doyen. Le doyen de la Toulouse School of Economics s'appelle Stéphane Grégoire. Moi, je suis directeur général de la fondation Toulouse School of Economics. Bon, bref, donc, merci de nous avoir proposé, vous le CA des économistes, d'accueillir cet événement à Toulouse, même si c'est virtuel. C'est un événement que nous sommes très heureux d'accueillir ici. C'est vrai que ce sujet du coronavirus et de la jeunesse, c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué parce que traditionnellement, la jeunesse, depuis de longues années, on le sait par les données de l'INSEE, quand vous regardez les taux de pauvreté distribués par tranche d'âge, ce sont bien les jeunes qui concentrent le plus de taux de pauvreté. Ce qui est très différent d'il y a 50, 60 ans, où les taux de pauvreté se trouvaient plutôt chez les personnes très âgées, grâce au système de retraite par répartition que nous avons mis en place maintenant il y a longtemps. C'est maintenant les jeunes, ce ne sont plus les personnes âgées qui sont les plus pauvres, ce sont les jeunes. Donc, non seulement depuis plusieurs années, c'est le cas, mais en plus, depuis de tout temps, la France a beaucoup protégé les personnes en âge d'activité, les personnes retraitées, et beaucoup moins les jeunes, ce qui fait que depuis longtemps, ce sont les jeunes qui constituent la variable d'ajustement des chocs macroéconomiques. Par exemple, aujourd'hui, avec cette crise du coronavirus, se pose la question de savoir si nos étudiants à l'université vont trouver des stages indispensables à leur formation dès cet hiver, quoi. Il y a une vraie question là. Est-ce que les entreprises leur ouvriront grand les portes? Je pense que c'est un sujet très important et d'extrêmement court terme. Alors, l'État a joué son rôle d'assureur en dernier ressort. Hein. Lui seul peut réorganiser la distribution des pertes liées à l'incroyable crise que nous vivons actuellement. Elle l'a fait admirablement dans des tas de secteurs. Elle l'a fait pas mal pour protéger les petites et moyennes entreprises des désastres économiques liés au confinement. Est-ce que l'État en a fait suffisamment du côté de la protection des jeunes face aux désastres économiques qu'ils subissent
alors qu'ils ne sont pas encore sur le marché du travail, ils ne bénéficient pas des mécanismes qui ont été mis en place, en particulier dans le cadre du chômage temporaire, et ça pose un sérieux problème. Je constate avec beaucoup de tristesse d'ailleurs que les universités françaises n'ont reçu que les miettes des plans de relance, du plan de relance français. Hein. Les universités françaises ont dû s'adapter de façon extrêmement rapide à la problématique de l'enseignement à distance. Elles n'avaient pas l'habitude de le faire. Et pour donner des idées toutes simples, hein, j'ai des collègues, pas nécessairement à TSE, mais ailleurs, qui n'avaient pas de portable, qui étaient compatibles avec l'enseignement par Zoom, qui nécessitent par exemple un écran tactile et des choses comme ça, quoi. Donc on a dû faire avec très très peu un plan d'adaptation de l'université de l'enseignement à distance. Ça a été assez compliqué et l'État nous a pas vraiment beaucoup aidé. Mais on va pas se plaindre. Ce que je voudrais dire, qui me semble assez crucial, c'est que dans cette crise sanitaire, hein, qui est avant tout sanitaire avant d'être économique, dans cette crise sanitaire, les jeunes ont un risque de mortalité qui est infiniment plus faible, qui est 1000 fois plus faible que le risque de mortalité des personnes âgées en cas d'infection. Et pourtant, quand on regarde du point de vue économique les conséquences des décisions politiques qui ont été prises, ce sont les jeunes qui ont avant tout porté le coût économique de cette politique sanitaire qui était importante, hein, qui était indispensable. Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas confiné au mois de mars, avril, mai? Les modèles épidémiologiques nous annonçaient avec justesse probablement que si on n'avait pas fait, ce serait des conséquences sanitaires auraient été absolument dramatiques. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour protéger des personnes vulnérables, et en particulier les personnes âgées, on a confiné les jeunes. Et on l'a fait essentiellement pour protéger les personnes âgées. Alors qu'on aurait peut-être pu, étant donné des décisions politiques qui ont été faites, de laisser circuler le virus, on aurait peut-être dû plutôt confiner les personnes âgées pour protéger les personnes âgées. Au lieu de ça, on a confiné les jeunes pour protéger les vieux, hein, pour empêcher que les jeunes se transforment en vecteurs de transmission de la maladie. Et la conséquence de ça, c'est que les jeunes ont subi des conséquences importantes dans leur capacité à investir dans leur capital humain, dont on sait, hein, cher Jean-Hervé, tu es un des grands connaisseurs de ce sujet, l'accumulation du capital humain est un élément crucial dans la création de richesse, de la prospérité des pays, mais aussi des générations qui sont capables de faire ces investissements dans leur capital humain. Et force est de constater qu'on a un petit peu tapé sur la tête dans ce mécanisme, dans ce processus d'apprentissage et d'accumulation du capital. On a regardé ce qui s'est passé au lycée au printemps, regardé ce qui s'est passé sur le baccalauréat. On a quand même eu une perte de qualité dans ce processus d'acquisition de connaissances qui me semble extrêmement important. Donc on l'a fait pour protéger, non pas les jeunes, mais pour protéger d'autres classes d'âge qui en avaient bien besoin. Donc en fait, la perte de création de valeur sociale liée au confinement du printemps et de l'automne sont probablement bien supérieures aux 10% annoncés par l'INSEE, parce que la réduction du PIB, elle ne tient pas compte du fait qu'on a réduit l'accumulation de capital humain à cause de ces confinements. Et donc la perte réelle qui est bien au-delà probablement de la pure perte de PIB qui n'intègre pas cette dimension de création de valeur sociale liée au capital humain que la jeunesse tente de créer. Mais bon, il faut regarder vers l'avenir. Les crises conjointes du Covid et du climat vont engendrer des mutations profondes sur notre société. À quoi ressemblera la ville de demain, par exemple, hein, entre renforcement télétravail et enseignement à distance, augmentation du coût des transports, modification profonde du commerce et des relations sociales en entreprise, exclusion de la voiture des centres-villes, sobriété énergétique des bâtiments, tout ça sont des mutations qui sont devant nous et qui auront des conséquences extrêmement importantes avec encore beaucoup d'incertitudes sur le coût réel de ces mutations et sur la manière dont elles seront menées en intensité et en structure. Peu de corps de jeunes générations précédentes ont été confrontés à une incertitude aussi radicale sur leur avenir professionnel, économique et social. Et plus que jamais, et je terminerai par là si tu veux bien Jean-Hervé, plus que jamais intelligence,
flexibilité, adaptabilité des compétences devront être les maîtres mots de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle. Et permets-moi de m'arrêter ici. Je te remercie pour l'écoute. Écoute, c'est moi qui te remercie. Merci de nous accueillir et merci de tout ce que tu as dit parce que tu as lancé ça comme un bolide sur le sujet en réalité intergénérationnelle. Merci de tout ce que tu as dit. Alors maintenant, je cède la parole à Jean Castex qui va nous expliquer, je crois, dans un exposé d'une vingtaine de minutes, une intervention d'une vingtaine de minutes, qui va nous exposer ce que le gouvernement a envisagé, comment ils sentent la situation. Et puis après, nous poursuivrons cette séance introductive. Donc à M. Castex de s'exprimer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser ce matin à un vaste auditoire d'étudiants pour ouvrir cette journée d'échange sur la nécessité d'agir pour la jeunesse face à la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Je remercie les organisateurs de cette journée d'échange de me donner l'occasion de participer à cet événement qui devait initialement se tenir, si les conditions sanitaires l'avaient permis, dans les locaux de l'Université de Toulouse. Toulouse, cette ville où j'ai moi-même débuté mes études au début des années 80, c'est vieux, puisque j'ai suivi ma première année de fac d'histoire au Mirail. J'ai vraiment tenu à répondre favorablement à cette invitation parce que j'ai pleine conscience des conséquences importantes et souvent douloureuses de cette crise sanitaire inédite, devenue économique et sociale, sur la jeunesse de notre pays. Ayant une fille lycéenne et deux autres dans l'enseignement supérieur, je mesure personnellement les conditions dans lesquelles se déroule pour les jeunes et pour les étudiants cette année 2020 hors du commun. Le thème de la journée, une génération sacrifiée, illustre bien la dureté des temps présents pour toutes et tous, et en particulier pour les plus fragiles et les plus précaires d'entre vous. Et si j'ai tenu à saisir l'opportunité qui m'est offerte de m'adresser à vous aujourd'hui, c'est non seulement pour vous dire que le gouvernement a connaissance de ces réalités difficiles, qu'il déploie les moyens nécessaires pour y faire face, mais aussi pour vous faire partager des perspectives d'avenir, des perspectives positives pour vous et pour notre société, des perspectives pour donner espoir, des perspectives pour vous assurer que vous n'êtes pas et que vous ne serez pas une génération sacrifiée. Face à cette crise, la jeunesse paie en effet un prix particulier. La crise a d'abord affecté vos vies d'étudiants. Pour faire reculer la circulation du virus, les enseignements dans les établissements d'enseignement supérieur sont passés en 100% distanciel en mars dernier jusqu'à l'été 2020. Pour l'année en cours, vous avez pu retrouver les bancs d'université en septembre dernier, avant que l'accélération de l'épidémie ne nous contraigne à nouveau, en octobre, à rebasculer dans l'enseignement à distance. Vos enseignants ont beaucoup fait, et je les en remercie, pour assurer la continuité pédagogique à distance. Mais des cours sur Zoom ne remplaceront jamais parfaitement l'amphi ou la salle de TD, et encore moins les relations humaines directes. Au-delà de vos cours à la fac, ce sont aussi les restrictions sanitaires pesant sur votre vie sociale qui ont pu vous sembler étouffantes. En quelques heures et pour de longs mois, vous avez été privé de la quasi-totalité de vos loisirs et des lieux de sociabilité, les stades, les salles de sport, de cinéma et de concert, les bars, les restaurants, les discothèques. Ces mesures de restriction n'ont pas été prises pour vous punir. Elles ont été prises sur la base d'études et d'avis scientifiques précis et documentés, montrant que ces lieux ou ces activités sont particulièrement à risque. Elles reposent également sur une base préventive visant à limiter au maximum les brassages et les concentrations, notamment dans les espaces clos. Vous constatez d'ailleurs que la France n'est pas la seule et que la quasi-totalité des pays européens ont pris des mesures similaires. Pour reprendre l'intitulé de cette journée d'échange, il y a effectivement eu des sacrifices de la part de l'ensemble de la population.
Mais ces sacrifices ont été faits au nom de la protection de la santé, et en particulier de la protection des plus fragiles, de nos aînés, de vos grands-parents. Nous avons fait le choix de la santé. Et ce choix nous honore. Je sais les conséquences multiples de cette situation, face à laquelle, en lien étroit avec les universités et les établissements de l'enseignement supérieur, nous agissons avec détermination. Au plan pédagogique d'abord, pour garantir la continuité des enseignements dans les meilleures conditions possibles. Nous venons d'annoncer avec la ministre Frédérique Vidal l'embauche de 20 000 tuteurs étudiants pour une durée de 4 mois pour accompagner les premières et deuxièmes années dans leurs études, les remotiver, lutter contre le décrochage. J'ai reçu les représentants des présidents d'université en fin de semaine dernière. Ils m'ont fait part de vos difficultés. J'ai chargé la ministre de travailler dès à présent avec l'ensemble des acteurs concernés à l'organisation de la reprise progressive des enseignements à partir du mois de janvier en présentiel, si les conditions sanitaires le permettent, et dans le cadre de protocoles sanitaires stricts, comme l'a annoncé le président de la République. Je lui ai demandé de prendre en compte prioritairement des publics particulièrement ciblés, étudiants en situation de handicap, décrocheurs, étudiants de première année. Je sais que certains d'entre vous s'inquiètent de la valeur de leur diplôme, notamment aux yeux des employeurs, avec cette année perturbée par les restrictions sanitaires. Je veux vous rassurer, vos diplômes ne seront en aucun cas des diplômes au rabais. Non seulement il n'y aura pas de rupture d'égalité, car les restrictions ont été les mêmes pour tous, mais en plus, les employeurs savent que vous êtes une génération qui aura su s'adapter et faire preuve de résilience pour continuer à apprendre et à vous former. Au plan financier, ensuite, parce que beaucoup d'entre vous ont perdu leur petit boulot qui aidait à financer les études. C'est pourquoi nous avons étendu plus largement encore l'aide exceptionnelle de 150 € qui bénéficie maintenant à plus de 1 300 000 boursiers, dont certainement plusieurs d'entre vous, pour éviter la bascule dans la pauvreté. Cette aide vient d'être versée samedi dernier. Pour les plus précaires, nous avons mis en place le mois dernier des aides d'urgence pour 45 000 jeunes supplémentaires qui vont pouvoir bénéficier d'une aide pour se loger et se nourrir. Et depuis la dernière rentrée, les repas universitaires sont à 1 € pour les étudiants boursiers. C'est une mesure forte et pérenne que j'ai décidé dès ma prise de fonction en juillet dernier. Ces mesures s'ajoutent à celles prises au printemps dernier: gel des droits d'inscription, revalorisation des bourses, renforcement des prêts études garantis par l'État. Au plan psychologique, enfin, je sais votre usure et pour certains d'entre vous, le risque d'isolement. Pour cela, nous avons recruté 1600 référents supplémentaires dans les CROUS qui, quotidiennement, travaillent à éviter l'isolement des étudiants et à détecter les situations de mal-être. Je viens également de décider de recruter des psychologues et des assistantes sociales supplémentaires. Mais je sais qu'au-delà de la crise sanitaire, ce qui vous inquiète, c'est la crise économique et sociale qui en découle et qui touche votre capacité à vous insérer dans le monde professionnel. Sous l'effet de la crise, en effet, les offres d'emploi se sont raréfiées. On trouve plus souvent des CDD ou des contrats d'intérim que des CDI. Les salaires aussi sont moins élevés. Même trouver un stage est devenu pour certains un parcours d'obstacles. Voyant que le risque de difficultés sociales était grand à l'orée de la dernière rentrée, j'ai souhaité dès mon arrivée que nous mettions tout en œuvre pour aider notre jeunesse. C'est pourquoi nous avons lancé avec le président de la République un très ambitieux plan intitulé « Un jeune, une solution ». Dès juillet, plusieurs semaines en amont de notre plan de relance. Et puis je sais bien que la jeunesse n'est pas un bloc monolithique. Un jeune diplômé d'une grande école n'affronte pas les mêmes difficultés qu'un étudiant en difficulté, un alternant peinant à trouver une entreprise. Il en faut pour tous.
Nous avons donc trouvé des solutions très concrètes pour que chaque jeune puisse trouver un emploi, une formation, un service civique, un contrat d'insertion. Notre philosophie est la suivante: tout faire pour permettre à chaque jeune de s'insérer en privilégiant toujours le travail et la formation. Pour faire face à la crise, nous avons commencé par créer 20 000 places supplémentaires dans l'enseignement supérieur à la dernière rentrée pour faire face au plus grand nombre de bacheliers constatés cette année, mais aussi pour permettre aux jeunes qui souhaiteraient se réorienter ou prolonger leurs études d'un an de pouvoir le faire. Pour dynamiser l'emploi, nous avons mis en place une prime exceptionnelle de 4 000 € annuels pour les jeunes embauchés jusqu'à 2 SMIC. Et les premiers résultats sont là. Nous avons enregistré entre août et octobre dernier plus d'1 million d'embauches de jeunes. Je dis bien 1 million, c'est considérable. C'est autant qu'en 2019, alors même que nous vivons une crise historique et que l'économie tourne au ralenti. Nous avons aussi augmenté la prime à l'apprentissage. Je me suis rendu la semaine dernière dans un centre d'apprentissage à Trappes pour saluer l'embauche du 400 millième apprenti en France depuis le début de l'année. C'est 15% de plus que l'année dernière, qui était déjà une année record. Jamais notre pays, depuis l'apparition des statistiques sur l'apprentissage en 1993, n'avait compté autant d'apprentis. Grâce aux efforts déployés depuis le début du quinquennat, l'apprentissage trouve enfin sa place dans notre pays. Je crois beaucoup à l'apprentissage et à l'alternance. 43% de ces contrats relèvent de l'enseignement supérieur et 75% d'entre eux se concluent par une embauche. Pour ceux qui ont besoin d'être davantage accompagnés pour accéder à l'emploi et pour qui d'autres freins rendent difficile leur insertion dans la vie active, logement, santé, mobilité, on a augmenté le nombre de contrats d'insertion et les dispositifs d'accompagnement de tous ordres de 300 000 places en 2021. Ma conviction, c'est qu'un parcours d'accompagnement qui marche, c'est celui qui est le plus individualisé possible. L'accompagnement avec le suivi le plus fort est celui de la garantie jeune, qui permet plus de stages en entreprise, plus de séquences collectives avec un conseiller et jusqu'à 500 € par mois. Eh bien, nous avons décidé d'en doubler le nombre en 2021. 200 000 jeunes pourront en bénéficier. Nous avons mis en place un site spécifique pour que vous puissiez identifier les dispositifs auxquels vous avez droit, www.unjeune-une-solution.gouv.fr. Allez-y, consultez-le, ce plan est fait pour vous. Et il marche. Depuis 3 mois, le nombre de jeunes inscrits à Pôle emploi diminue. Mais face à une crise qui dure et face au deuxième confinement, j'ai souhaité le mois dernier que l'on améliore encore notre dispositif pour que personne ne passe entre les mailles du filet et notamment les jeunes diplômés qui ont fini leurs études et ont de vraies difficultés à trouver leur premier emploi. Nous leur proposerons un dispositif spécifique qui conjuguera un accompagnement renforcé et le bénéfice d'une allocation financière. Vous l'avez compris, le gouvernement est à vos côtés. Comme l'a rappelé le président de la République, nous ne vous laissons pas tomber. Je ne vous ai pas fait de grandes envolées. Je vous ai annoncé des mesures précises, concrètes, ciblées, qui sont faites pour vous aider et vous accompagner face à la dureté des temps présents, tout en luttant d'arrache-pied contre les multiples crises qui nous frappent. Je souhaite aussi vous proposer des perspectives d'avenir de plus long terme. À l'université d'abord, avec la loi pour la programmation de la recherche, portée par Frédérique Vidal, nous allons investir plus de 25 milliards d'euros sur les 10 prochaines années dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, notamment pour accroître l'attractivité de la recherche en France et en particulier celle des carrières des jeunes chercheurs
dans lesquels certains d'entre vous vont s'engager. Dès 2021, des postes nouveaux de chargés de recherche et de maîtres de conférences seront recrutés et rémunérés au moins 2 fois le SMIC contre 1,4 SMIC aujourd'hui. Et ils bénéficieront d'un accompagnement de 10 000 € pour démarrer leurs travaux. 5 200 recrutements supplémentaires sont prévus. La rémunération des doctorants sera également progressivement revalorisée de 30%. Le nombre de thèses financées dans tous les champs disciplinaires sera augmenté de 20%. Au sein du plan de relance, les universités et les Crous seront les premiers bénéficiaires des travaux de rénovation thermique que nous mènerons au cours des 2 prochaines années. Des logements étudiants mieux isolés, des bibliothèques et des salles de cours rénovées, etc. Bref, des conditions d'études améliorées pour vous. En 2021-2022, nous allons ainsi investir environ 1,2 milliard d'euros supplémentaires pour rénover les bâtiments universitaires. Nous ferons donc plus que doubler le rythme d'investissement habituel. Et je sais que vous êtes aussi les acteurs, les aiguillons, les moteurs de la transition écologique dans laquelle nous allons résolument engager le pays. Nous consacrons 1/3 du plan de relance à la croissance verte. Partout, près de chez vous, il y aura plus de pistes cyclables et de meilleure qualité, un dispositif de référencement pour réduire le nombre de vols de vélos. Nous déployons des aides massives pour développer le recours aux voitures propres et nous avons déjà des résultats puisque leur part dans le parc automobile français est passée de 2 à 6% depuis le début de l'année 2020. Nous avons identifié les sites industriels les plus polluants de France et nous allons les reconvertir. Nous allons permettre à tous les Français de mieux isoler leur logement et lutter ainsi concrètement contre le changement climatique. C'est aussi pourquoi, à la suite de la Convention citoyenne sur le climat, nous présenterons dans quelques semaines une grande loi sur le climat, avec plusieurs avancées très concrètes, la fin des chaudières au fioul, la limitation de la publicité pour les produits polluants, le moratoire sur le développement des grandes surfaces commerciales, la réduction significative de l'artificialisation des sols ou encore l'obligation d'avoir 50% de produits locaux et de qualité dans la restauration collective, donc dans les cantines et les restaurants universitaires. Nous faisons beaucoup, nous mettons des moyens, mais nous avons aussi besoin de vous et de votre engagement pour réussir cette transition écologique indispensable. Et enfin, et c'est peut-être plus austère, quoique tout aussi important, préparer l'avenir, c'est aussi assurer ce qu'on appelle la soutenabilité de nos finances publiques pour éviter que vous n'ayez dans quelques années à supporter seul le fardeau de notre dette publique. C'est pourquoi j'ai installé la semaine dernière une commission d'experts à qui nous avons demandé de nous rendre prochainement des propositions pour revoir la gouvernance de nos finances publiques, mais aussi pour faire des propositions en vue d'arrêter une trajectoire pluriannuelle de finances publiques nous permettant de réduire notre dette sans tuer la croissance économique. Je n'en peux plus de lire ici ou là que vous seriez la cause de la crise. Il n'y a pas à choisir entre les jeunes et les aînés. Si les plus âgés de nos concitoyens sont les victimes les plus graves de la crise sanitaire, les jeunes sont les victimes les plus touchées par la crise économique, filles de la crise sanitaire. Face à chacun de ces maux, nous devons faire preuve de solidarité, d'unité et de responsabilité. Les crises ont ceci de singulier qu'elles jouent un rôle de révélateur et j'ai souvent dit que cette crise était un rendez-vous avec nous-mêmes. Elle a montré à quel point les Françaises et les Français, et notamment les jeunes, ont des ressources. J'ai été frappé par le nombre de jeunes qui se sont engagés, notamment dans le cadre de la réserve civique ou de la réserve sanitaire, pour aider leurs proches, pour faire des courses pour les personnes âgées.
qui ont fait preuve d'inventivité et de solidarité. Et d'ailleurs, pour tous les jeunes qui ont envie de s'engager, avec Sarah El Haïry, secrétaire d'État à la jeunesse, nous déployons 100 000 places supplémentaires en service civique. Allez-y, elles sont pour vous. J'ai une pensée particulière pour les étudiants en santé, nos futurs médecins, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, qui sont mobilisés partout dans nos hôpitaux depuis plusieurs mois et sans lesquels nous n'aurions pas pu faire face à cette crise sanitaire. L'arrivée du vaccin est un motif d'espoir qui nous permet d'apercevoir la sortie du tunnel. Mais nous n'y sommes pas encore. Pendant plusieurs mois encore, nous allons devoir maintenir un haut niveau de vigilance. Je profite de mon intervention ce matin pour vous appeler à la plus grande prudence pour les fêtes de fin d'année. Je vous le promets, les grandes soirées étudiantes et autres week-ends d'intégration reprendront un jour, mais il nous faut faire encore preuve de patience. Je veux vous dire que je suis un chef de gouvernement qui a confiance dans les jeunes de son pays. Je suis résolument tourné vers l'action, vers le terrain, vers votre vie quotidienne d'aujourd'hui comme de demain. J'ai pris à cet effet beaucoup de décisions que j'ai voulu rappeler devant vous. Gardez espoir, gardons confiance, aimez cette belle République qu'est la France. Et je le dis en ayant une pensée particulière pour les étudiants étrangers qui nous écoutent et que nous sommes très fiers d'accueillir. Cette République et cette France dont vous êtes les actrices et les acteurs d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie. Bien, écoutez, voilà l'exposé très détaillé de ce que le gouvernement envisage de faire. Donc, si Philippe Martin veut bien, on va maintenant faire une rapide évaluation de la conjoncture spécifique pour les jeunes. Puis nous passerons au sondage et après ça, en avant pour la journée sur les sessions qui vont se succéder et l'évaluation surtout de ce que nous dit Jean Castex, qui nous dit avec beaucoup d'énergie et de manière assez sympathique, mais après, faut-il encore évaluer la qualité de tout ce qui a été évoqué. Je cède la parole, mon cher Philippe. Merci Jean-Hervé, bonjour à tous. Donc Jean-Hervé, tu m'as demandé de faire un rapide tour sur la conjoncture économique, où on en est, et avec un focus sur les jeunes. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Bon, ça a été rappelé, et c'est aussi Christian Gaulier qui le disait, hein, c'est un choc extrêmement différent qu'on a, qui nous frappe. C'est pas un choc qui vient de l'intérieur de l'économie, c'est pas un choc standard, c'est pas un choc qui vient d'une crise financière, d'une crise bancaire, d'un choc pétrolier. Et donc, les économistes sont face à quelque chose qui est complètement inédit. Alors, en positif, c'est un choc qui, a priori, est temporaire, hein, et avec les nouvelles sur le vaccin, on se dit qu'il y a un mot fin sur cette crise. Et un des enjeux, et je pense que c'est un des enjeux particulièrement importants, évidemment, pour la jeunesse, c'est que ce choc, qui a priori est temporaire, ne devienne pas un choc persistant ou encore pire, un choc permanent. Donc, c'est la question, ce que les économistes appellent l'hystérésie, c'est-à-dire à quel point ce qu'on est en train de vivre d'un point de vue de court terme, de conjoncturel, qui est inédit, en particulier en termes d'ampleur, ne perdure pas au-delà du choc sanitaire lui-même. Ce qui a été dit aussi, je crois que ça a été dit à la fois par le Premier ministre et puis aussi Christian Gaulier, c'est que le choc sanitaire qui est à l'origine des décisions qui génèrent les fermetures d'activités et qui donc génèrent la crise économique et sociale, c'est un choc sanitaire qui frappe surtout les personnes âgées et qui frappe peu les jeunes directement. Donc c'est le choc économique et social qui frappe les jeunes. C'est pas du tout la même chose que, par exemple, le sida, qui avait, en revanche, frappé très fortement et très directement les jeunes. Alors, l'ampleur du choc est complètement inédite, hein. Cette année, on s'attend à une perte d'activité autour de 9%. Et ce qui va se passer est toujours très dépendant, hein, de la situation sanitaire. Est-ce qu'il va y avoir une troisième vague, un troisième confinement? On est, de ce point de vue économiste, très dépendant, évidemment, de quelque chose qui est complètement exogène de ce point de vue.
Alors, pendant le premier confinement, il y avait eu une perte d'activité extrêmement forte, hein, autour de 30% ou 50%, 30% dans le total de l'économie et 50% sur les activités privées. On avait perdu 650 000 emplois. Et pendant le deuxième confinement, les choses, on voit qu'il y a eu une adaptation des entreprises en particulier, et puis le confinement est un peu moins dur, et donc le choc sur l'activité est moins fort, hein, c'est autour de 12%, donc en gros un tiers de ce qui s'était passé. Donc on voit quand même que l'économie a réussi à s'adapter, et entre les deux, et c'est un peu ce stop and go que certains critiquent, et pas complètement à tort, on a eu 340 000 créations d'emplois. C'est-à-dire qu'on a fermé l'économie, 650 000 destructions d'emplois, et on rouvre l'économie, 340 000 créations d'emplois. Et ces destructions et ces créations d'emplois ont été très fortement concentrées, en particulier sur les jeunes. Je reviendrai là-dessus. Le chômage des jeunes a très fortement augmenté, très fortement chuté. Et c'est quelque chose là qui est assez standard, qui est très clair dans cette crise, c'est que les jeunes, à la fois en termes de ce qui s'est passé sur les emplois, donc il y a eu beaucoup d'emplois dans l'intérim, dans la restauration évidemment, qui ont été détruits, et c'est là où les jeunes sont fortement employés. Et puis quand il y a eu la création, recréation de beaucoup d'emplois, dans l'intérim en particulier, ou dans des activités qui avaient été fermées, ça a aussi beaucoup favorisé les jeunes. Mais soyons très clairs, ça signifie qu'en effet, dans cette crise comme dans beaucoup d'autres crises, les jeunes, parce qu'ils sont dans des emplois précaires, dans des CDD, sont un peu la variable d'ajustement, hein, pendant la crise et pendant la reprise. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que cette crise, c'est une crise où il y a eu une énorme protection de l'État, hein. Il suffit de voir l'augmentation du déficit budgétaire et donc en gros les dépenses que va faire l'État justement pour protéger à la fois les ménages et les entreprises. Elle a été extrêmement forte. Il suffit de voir que par exemple, je vous rappelle, par exemple pendant le confinement, hein, on a eu moins 30% d'activité. Les revenus des ménages, eux, n'ont baissé que de 2,6%, hein. Donc le gros du choc, il a été absorbé par l'État, ensuite par les entreprises et finalement par les ménages. Mais je reviendrai sur les ménages parce que certes, en moyenne et en grande partie grâce au chômage partiel, les ménages ont été protégés. Mais ce sont surtout, c'est vrai, les ménages qui étaient en emploi et donc qui ont bénéficié de la protection du chômage partiel. De ce point de vue, les jeunes, certains jeunes ont bénéficié évidemment de ces protections, mais parce que les jeunes sont plus en intérim, en CDD, ce sont eux, en effet, encore une fois, qui ont subi la diminution des embauches. Et donc, c'est cette diminution des embauches, beaucoup plus d'ailleurs que les destructions d'emplois, que les licenciements, qui ont fait augmenter le chômage. Donc, encore une fois, en moyenne, les ménages, les salariés ont été bien protégés, mais on sait que là où il y a eu des problèmes, c'est surtout sur ces personnes qui sont dans des emplois précaires, des intérimaires, des CDD, etc., ou des temps pleins qui sont devenus des temps partiels. Et là encore, les jeunes sont surreprésentés. Une chose qu'on avait regardée aussi au Conseil d'analyse économique, c'est que pendant les confinements, la consommation a fortement chuté. Et quand on regarde la consommation des jeunes, elle a fortement chuté à peu près comme les autres. Mais ce qui s'est passé, c'est que évidemment les revenus ont aussi chuté. Et donc, quand on regarde ce qui se passe sur l'épargne, certes, il y a eu une épargne qui s'est constituée en France, et c'est ce qui fait penser qu'on peut avoir un rebond de la consommation, mais cette épargne, elle a été fortement concentrée sur les ménages les plus riches, hein. Ce qu'on voyait, c'est que 70% de l'épargne a été constituée par 20% des ménages, et que sur les ménages les plus modestes, et en particulier, évidemment, les jeunes, en fait, il n'y a pas eu une constitution d'une épargne, alors même que la consommation avait fortement chuté. Et ce qu'on voyait, c'était que, en particulier pour les jeunes, il n'y a pas eu la possibilité de constituer une épargne. Et donc, entre guillemets, il n'y a à la fois pas un coussin de précaution qui a pu être constitué pendant la crise, et en plus, les revenus ont baissé. Un mot sur l'emploi des jeunes, hein. Donc, j'ai dit que le chômage avait fortement augmenté pour, en gros, les 15-24 ans, en particulier, évidemment, au moment des confinements.
c'est l'emploi des plus précaires qui a fortement augmenté. Et puis, il y a l'arrivée des jeunes, hein. Et encore une fois, le chômage, il a augmenté pas tant pour le moment parce qu'il y a des licenciements, mais parce qu'il y a peu d'embauches. Or, il y a 750 000 jeunes qui sont arrivés au mois de septembre 2020 sur le marché de l'emploi. Et donc, c'est évidemment un défi absolument gigantesque, puisque c'est sur les jeunes que pèse le fait qu'il y a peu d'embauches. Alors, si on regarde ce qui s'est passé au cours du temps sur le chômage des jeunes, hein, au maximum, quand le chômage des jeunes, il est toujours plus élevé que le reste de la population. Il y a une partie normale, ce qui est simplement parce que les jeunes arrivent sur le marché du travail et donc il faut qu'ils trouvent, il y a un moment, il y a une période pendant laquelle ils cherchent du travail et donc ils sont au chômage. Mais en France, c'est une situation quand même particulièrement négative. Donc, fin 2019, hein, le chômage des jeunes avait assez fortement baissé, hein, puisqu'on était à 19%. On est aujourd'hui à 21,8%. Donc, il y a une augmentation du chômage des jeunes, mais ce n'est pas pour être absolument positif, hein, mais il n'y a pas encore d'explosion du chômage des jeunes. Et donc, tout l'enjeu, c'est justement d'éviter cette explosion, hein. Au moment de la grande crise financière, en 2012, hein, on était à 26% de chômage des jeunes. On n'y est pas, et donc tout l'enjeu, c'est d'éviter justement cette très forte augmentation du chômage des jeunes. Alors, je terminerai sur la question des précarités financières. Dans une certaine mesure, quand on voit ce qui se passe sur l'emploi, c'est pas simplement qu'il y a moins d'embauches, c'est aussi que ceux qui travaillaient dans des petits emplois de jeunes à côté de leurs études, ou des jeunes non étudiants qui avaient un plein temps et qui sont passés à mi-temps. Donc, il y a la question de la précarité financière qui, très clairement, s'est aggravée. C'est quelque chose aussi qu'on essaye de regarder au Conseil d'analyse économique en scrutant ce qui se passe sur les comptes bancaires, hein. C'est pas facile et je pense que c'est un point sur lequel on reviendra plus tard parce que nous, économistes, évidemment, on regarde les statistiques, on essaie de regarder le plus possible des statistiques très, très récentes, parce que dans cette crise, ça n'a pas tellement d'intérêt de regarder ce qui s'est passé il y a 6 mois. On veut regarder ce qui s'est passé il y a 2-3 semaines pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc, ce qui est très important, c'est de comprendre, en effet, ce qui se passe en particulier sur le revenu et ce qui nous intéresse ici, le revenu des jeunes. On n'a pas énormément en fait de choses très précises là-dessus. Ce qui semble apparaître quand même, c'est que ce sont surtout les jeunes non étudiants sur lesquels il y a vraiment des questions de précarité financière. Sur les étudiants, on le voit, mais c'est peut-être moins visible et je pense qu'on reviendra là-dessus parce qu'il y a des publics spécifiques sur lesquels, en effet, il y a des questions de précarité financière pour les étudiants, en particulier par exemple pour les jeunes étudiants étrangers. Et donc, de ce point de vue, il y a en effet ce qu'on pourrait appeler des trous dans la raquette, c'est-à-dire qu'en moyenne, encore une fois, je pense que la plupart des ménages ont été bien protégés, mais ce qui est essentiel, c'est de bien comprendre quels sont ceux et celles qui passent par les mailles du filet et qui ne sont pas extrêmement bien protégés. On peut penser d'ailleurs, par exemple, aux jeunes qui travaillent dans des métiers où il y a des pourboires, des revenus qui ne sont pas très bien identifiés. Et donc, ça signifie qu'il y aura une perte de revenus qui ne va pas être très bien prise en compte dans les statistiques. Donc voilà, je pense que ça signifie, et on y reviendra, je pense, dans le panel, hein, c'est que les économistes peuvent regarder un certain nombre de données statistiques, mais je pense que la maille du filet, elle est tellement fine aujourd'hui qu'on va avoir besoin certainement de beaucoup plus de discussions, et on commence à le faire avec les associations qui sont très proches justement de ces publics qui ont en effet potentiellement des précarités financières, qui subissent la crise et qu'on ne voit pas parfaitement dans les statistiques. Donc, je voudrais terminer par ce mot qui est un mot un peu d'être modeste dans ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire, nous, économistes. Je crois qu'on a beaucoup besoin de parler avec les acteurs de terrain pour faire remonter des choses qu'on ne voit pas directement dans les statistiques de la conjoncture, même si, et là je rends hommage en particulier à l'INSEE,
il y a énormément de choses qui ont été faites pour comprendre ce qui était en train de se passer. Mais encore une fois, je crois qu'on ne peut pas tout voir et c'est pour ça qu'il faut se tourner aussi vers les acteurs de terrain dans la situation actuelle. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jean-Hervé. Philippe. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs je crois, simplement 12 minutes. Maintenant, nous avons eu la bonne idée, je crois, de travailler avec un institut de sondage ami, ELAB, que tout le monde connaît, qui est dirigé par Bernard Sadanès, et qui, en réalité, a lancé ce sondage miroir, puisqu'on va essayer de savoir à la fois ce que les jeunes pensent de la situation, mais ce que les aînés, comme m'a dit le Premier ministre, pensent de la situation des jeunes. Donc, je te laisse la parole, Bernard, et on te remercie encore de tout ce que tu fais, d'ailleurs, bien au-delà de ce sondage. Je t'entendais encore hier soir, je me disais, on en sait beaucoup plus aussi grâce à ce que tu peux nous apporter par tes sondages. Merci. Merci, merci Jean-Hervé. Bonjour à tous. Merci au Cercle des économistes de nous permettre de vous présenter cette étude qui, je crois, apporte des données intéressantes pour les débats de la journée. Cette étude, elle dit quoi? Elle dresse le portrait d'une jeunesse qui est évidemment sous pression, qui est percutée dans sa vie quotidienne par l'épidémie, qui est lucide en même temps sur les difficultés, ne masque pas, mais qui est prête à rebondir. Et c'est ça, j'allais dire, la bonne nouvelle de cette étude. Alors, cette étude a été réalisée en double regard, à la fois sur un échantillon représentatif de jeunes de 18 à 24 ans, et en même temps, on a interrogé la société française dans son ensemble, et vous le verrez, cette société française, elle partage aussi la gravité de la situation de sa jeunesse, mais elle lui exprime aussi la confiance. C'est ça qui est assez intéressant. Alors, première partie, l'état d'esprit des jeunes. Cet état d'esprit, il est fortement impacté par la Covid-19. Vous allez le voir sur l'écran, c'est l'inquiétude et la lassitude qui sont les premiers mots cités par les jeunes de 18-24 ans quand on leur demande de décrire aujourd'hui leur ressenti. Mais vous allez le voir également, si on peut passer au slide suivant, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a inquiétude et lassitude, le pessimisme et la colère, c'est encore juste après, le pessimisme et la colère, eux, ne les ont pas rejoints. Ils arrivent assez bas de manière, c'est vrai, ça nous a surpris dans cette enquête. Ils arrivent d'ailleurs derrière l'optimisme et le bonheur. Peut-on, s'il vous plaît, passer au slide suivant? Ensuite, on voit que pour les jeunes, les périodes de confinement ont été vécues comme des épreuves. Près de 6 sur 10 nous disent ça a été une période de grande angoisse et un moment d'isolement. Ça déconstruit un peu ce mythe d'un confinement heureux, on aurait profité de la période. Et puis vous allez le voir slide suivant, pour les 3/4, ce moment a renforcé les fractures dans notre pays. C'est d'ailleurs ce que dit également l'ensemble de l'échantillon. Les jeunes sont plus partagés quand il s'agit de la question qu'on avait posée. Est-ce que c'est un moment où vous avez gardé le contrôle de votre vie ou est-ce que c'est un moment où vous avez le sentiment que votre vie vous échappez? Vous le voyez, 49-48. Et puis, un peu plus d'un sur deux a eu le sentiment quand même de perdre son temps. C'est notamment le cas pour les étudiants. Voilà donc sur l'état d'esprit. On passe ensuite au quotidien. Et ce quotidien, il est fortement, il faut le dire, fortement sous pression. Les difficultés financières, elles ne sont pas malheureusement récentes. Le Premier ministre l'a rappelé, elles étaient très présentes pour les jeunes depuis plusieurs années. Mais la période qu'on vient de vivre a rendu ce quotidien plus dur, plus lourd. Il y a plus de 4 jeunes sur 10 qui vivent aujourd'hui dans un foyer où on dit qu'on est contraint de se restreindre ou de puiser dans ses réserves ou de se voir prêter de l'argent. Et puis au quotidien, il y a cette recherche régulière des prix bas. Un tiers des 18-24 ans recherchent les prix bas pour les dépenses alimentaires, 4 sur 10 pour les autres dépenses de consommation. On a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils ont des difficultés à payer leurs factures, mais surtout, et c'est un chiffre qui évidemment est particulièrement inquiétant, c'est sur l'alimentaire que la privation est la plus forte. Un jeune sur deux nous a dit dans cette enquête pour le Cercle des économistes qu'il avait dû réduire ses dépenses alimentaires, il avait dû sauter un repas au cours de 6 derniers mois, 34% parfois, 14% souvent. Mais c'est un constat qui est très sombre et qui est d'ailleurs assez marqué géographiquement, à la fois en zone rurale et à la fois en Île-de-France. Alors face à ces difficultés des quotidiens, j'allais dire heureusement, en partie, les parents peuvent répondre présents. Près de 6 parents sur 10 ont aidé financièrement leurs enfants. 1 sur 5 l'ont fait plus qu'habituellement. Mais il faut le dire également, la tension de la crise n'épargne pas ses parents. 1 sur 10 nous a dit qu'il n'avait plus les moyens de le faire aujourd'hui. Après cette
question de la pression financière, il y a le sentiment que cette épidémie a évidemment entravé les jeunes. Quand on est jeune, on a d'abord des projets plein la tête et c'est bien normal. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas quand on est plus jeune, mais c'est les projets qui caractérisent bien sûr la jeunesse et c'est cette dimension essentielle du passage à l'âge adulte qui a été impactée. 6 jeunes sur 10 nous ont dit qu'ils avaient dû modifier leur projet personnel, 4 sur 10 qu'ils avaient dû modifier leur projet professionnel. Pour autant, ils n'ont pas baissé les bras et c'est d'ailleurs une première indication de ce rebond dont je vous parlais. Il n'y a qu'un jeune sur 10, 11% pour les projets personnels, 7% pour les projets professionnels, qui nous dit j'ai renoncé purement et simplement. 1 sur 10, les autres nous disent soit j'ai retardé, soit effectivement je n'ai pas bougé mes projets. Alors, revenons un petit peu sur ces rites initiatiques de la jeunesse. Bien sûr, vous ne serez pas surpris, c'est les projets de voyage qui étaient devenus impossibles. Seuls 5% réussi, sans doute pendant la parenthèse de l'été. La vie sociale aussi, on a très peu profité de la période pour faire des rencontres amoureuses ou amicales, mais surtout, plus de 8 sur 10, 80% parmi ceux qui avaient prévu de se marier, de se paxer ou de s'installer en couple n'ont pas pu faire aboutir ce projet. Si on regarde maintenant un peu les projets professionnels, et ça revient en écho à ce qui vient d'être dit, 3/4 des jeunes qui projetaient de chercher du travail, un contrat d'alternance ou un stage, n'ont pas pu réussir à mener ce projet. Et si on prend maintenant chez ceux qui étaient encore dans leurs études, 8 sur 10 nous disent qu'ils n'ont pas pu terminer leurs études. Donc on voit bien que ces projets de la vie quotidienne, ces projets de la vie professionnelle, ils ont été entravés, réduits par l'épidémie. Alors cette épidémie, elle fait aussi naître de nouvelles choses dans les préoccupations centrales de la jeunesse. Et on voit un couple qui se détache, un couple de priorités qui se détache très fortement, c'est l'emploi et c'est la santé. Se détache de tous les autres thèmes. On est un peu plus loin dans les slides. Pardonnez-moi, j'essaie d'aller vite pour ne pas épuiser tout mon crédit de temps. Et l'emploi et la santé polarisent vraiment les préoccupations des jeunes, encore plus que les questions environnementales. Et d'ailleurs, ça explique cet arbitrage qui est assez sous tension. Quand on pose la question aux jeunes, on la pose souvent d'ailleurs à l'ensemble des Français, qu'est-ce qu'il faudrait prioriser ? Limiter l'épidémie, même si ça a un impact négatif sur l'emploi, ou le plus important, c'est de relancer l'économie. On a un arbitrage qui est certes au profit de la santé, mais qui, vous le voyez, 53%, 45%, c'est au milieu de cet écran, qui est assez partagé. Et puis, vous le voyez, je voudrais m'arrêter un tout petit peu là-dessus. C'est un autre regard qui est objectivé par les chiffres et qui vient déconstruire un peu une idée reçue. C'est l'idée comme quoi, finalement, les jeunes considéraient que leurs libertés ont été restreintes et que ça leur a posé un problème. Eh bien, il y a un résultat assez tranché sur la question des libertés, j'allais dire une manière de responsabilité aussi de cette génération-là, les 18-24 ans. Ils sont près de 3/4 à partager l'idée selon laquelle il faut parfois accepter de réduire ses libertés parce que la priorité, c'était et c'est aujourd'hui encore de se protéger de la maladie. On a une épidémie qui impacte, qui entrave, mais qui n'empêche pas d'envisager le rebond. Alors, je vous l'ai dit en commençant, cette génération, elle ne se cache pas la réalité, elle est très lucide sur la difficulté de la période. D'ailleurs, ils sont assez homogènes dans ce constat. Il n'y a pas de fracture véritablement sur ce point-là. Ils considèrent 84% que leur génération va vivre une période de chômage qui est plus forte que les générations précédentes, que depuis la guerre, les jeunes de leur âge n'ont jamais connu une situation difficile, donc grande lucidité. Mais en même temps, vous allez le voir juste après, ils considèrent aux 3/4 que la jeunesse a de l'énergie pour rebondir. C'est plus que l'affirmation avec laquelle ils sont aussi d'accord, mais dans une proportion moindre, qu'ils appartiennent à une génération sacrifiée. Et ils estiment également que c'est une période difficile, mais que l'on va s'en sortir. D'ailleurs, sur ce qu'on peut qualifier la temporalité de la crise, les 2/3 estiment que leur vie va reprendre un cours normal dans quelques mois. Donc, ils ne font pas la projection d'une crise qui durablement va les empêcher de reprendre ces projets. Cette période, ils le savent, va être dure, mais ils considèrent qu'ils ont l'énergie pour en sortir. Alors, cette forme d'ambivalence, toute l'étude est faite sur cet équilibre, ça nourrit un optimisme prudent. On a moins de 6 jeunes sur 10 qui se déclarent optimistes sur son avenir personnel et sur son avenir professionnel. Là, on a une vraie différence qui est liée au niveau de diplôme et à la variable fin de mois. Et puis, on a un moral des jeunes qui reste, j'allais dire correct, 6,2 sur 10 dans nos mesures. C'est quand même sensiblement moins que le niveau habituel. Les jeunes sont en général plus près de la note de 7 sur le moral qu'ils expriment.
Je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur le regard de l'opinion dans son ensemble sur la crise de la jeunesse, pour ne pas être trop long. Ils partagent, hein, l'ensemble de la société partage ce sentiment que les jeunes vont connaître une période très difficile et que la situation est exceptionnellement dure. Ils refusent, le grand public, l'idée d'une génération sacrifiée. 55% ne sont pas d'accord. Et ils pensent également que non, on n'a pas gâché la jeunesse pour protéger les plus âgés. D'ailleurs, les jeunes ne pensent pas non plus, ne partagent pas non plus cet avis-là. On se retrouve dans cette idée, on n'est pas d'accord, pardon, avec cette idée que pour protéger les plus âgés, on aurait gâché notre jeunesse. D'ailleurs, l'opinion porte un regard assez bienveillant sur sa jeunesse. On ne reprend pas, par exemple, dans le grand public, le refrain, vous savez, qu'on entend souvent, les jeunes seraient des feignants. Ben non, les Français ne disent pas ça aux 2/3, c'est assez rassurant. Et les Français aussi considèrent que cette génération a de l'énergie pour rebondir. Troisième et dernière partie, comment les Français se projettent, comment les jeunes, se projettent dans l'après-Covid. D'abord, quand on leur demande est-ce que, par rapport à la génération qui les a précédés, c'est-à-dire les trentenaires d'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont plus ou moins de chances de réussir leur vie? Les résultats sont partagés. Hein. Pour 2 jeunes sur 5, ils estiment qu'ils ont moins de chances. Pour 45%, autant de chances. Et les jeunes actifs, c'est à noter ici, sont plus pessimistes que les étudiants d'aujourd'hui. Alors, pour faire face à cette situation, on fait confiance d'abord à soi-même. Voilà, on n'attend pas des autres, on fait confiance à soi-même. On voit bien aussi là l'énergie et le volontarisme. Et puis, on compte sur sa famille ou sur son entourage. On considère que le rôle de l'État n'est pas pour un quart des jeunes, c'est important, sans doute bien sûr par ce que l'on attend des politiques publiques, mais on ne remet pas tout, on n'attend pas tout de l'État. La crise a ensuite fait émerger de nouveaux essentiels, la santé et la famille. Les jeunes nous disent que ça compte encore plus pour eux qu'avant. Et en revanche, vous allez le voir sur le slide suivant, l'importance de la religion et surtout de la politique continue de décroître. On le verra tout à l'heure dans les chiffres sur l'engagement, mais on a moins d'un jeune sur 5 qui considère que c'est plus important pour eux. Qu'est-ce que on constate ensuite? Les jeunes sont, je vous l'ai dit, pleinement conscients des difficultés qu'ils vont avoir à affronter. Ils ont le sentiment, et je sais que ça va être débattu plus tard, le sentiment d'une société qui leur est verrouillée. L'accès leur est complexe. 7 sur 10 nous disent, si on n'a pas de réseau, c'est sur les slides suivants, il n'est pas facile de s'en sortir, c'est encore après, excusez-moi. Pour 7 sur 10, donc, si on n'a pas de réseau, il est très difficile de s'en sortir. Et pour une grande majorité, l'ascenseur social ne fonctionne pas bien dans notre pays. Ils sont aussi conscients de l'héritage que nos générations vont leur laisser de l'environnement. Donc, il y a effectivement ce constat, hein, il y a ce constat d'une situation très dure, mais au global, et je terminerai par ça, l'étude montre que leur détermination n'est pas affectée par les événements liés à la crise sanitaire. En termes d'emploi, hein, puisque c'est un des grands sujets évidemment qui va être abordé ce matin, les 2/3 considèrent, alors qu'ils nous disent en même temps c'est une génération qui va connaître le chômage, les 2/3 considèrent, au-delà de l'épidémie, que quand on veut, on peut trouver du travail. Même volontarisme en matière d'environnement. Ils ne remettent pas à plus tard l'enjeu environnemental. Leur engagement de long terme qu'ils partagent de manière très homogène, là aussi pour l'environnement, leur apparaît décisif pour 7 jeunes sur 10. Pour les jeunes d'aujourd'hui, rien ne sera plus pareil pour l'environnement. Et puis, dernier élément, là aussi, au-delà de l'épidémie de Covid, ils sont très très nombreux, près de 8 sur 10, à considérer que la jeunesse a de l'énergie pour changer le monde dans lequel on vit, une forme à la fois d'idéalisme, mais aussi de combativité pour se dire on n'est pas résigné à la situation actuelle et aux difficultés économiques ou bien sûr à la situation des injustices, des inégalités. C'est tout ça, ce volontarisme, ces projets, cette détermination à rebondir malgré des conditions, encore une fois, ne le cachons pas, très difficiles, très complexes pour cette génération,
Mais c'est tout cela qui leur permet d'affirmer, et je terminerai par ça, pour près de 7 sur 10 d'entre eux, qu'avoir 20 ans, ça reste, malgré tout, le plus bel âge de la vie. Je vous remercie. Merci beaucoup Bernard de cette vision qui est très très claire. On peut en retenir simplement un mot, c'est le mot de résilience. Quant à l'idée que 20 ans c'est le plus bas de la vie, je dois dire que c'est quand même une perception qui en plus se renforce au fur et à mesure qu'on vieillit. Donc je partage entièrement cette idée. Tu as tout à fait raison sur le mot résilience. Je pense effectivement que c'est un mot qui résume bien l'étude. Peut-être juste un mot sur l'utilisation du mot jeunesse que nous allons avoir tout au long de la journée. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'idée que les 9 millions d'eux, c'est les 18-29 ans. Le sondage porte sur les 18-24 ans. Faisons attention à bien voir, notamment quand tu as fait le distinguo entre les étudiants et les jeunes actifs, que les 24-29 ans sont plutôt dans la partie des jeunes actifs. Donc, il nous faudra toujours être précis dans la manière dont nous évoquons le terme de jeunesse. Un très très grand merci pour ce formidable sondage. Franchement, nous avons beaucoup de chance, nous, les économistes, d'avoir comme compagnon de route Elab et son patron. Donc maintenant, je passe la parole et je cède la parole à l'ensemble des sessions, donc au débat proprement dit. Le premier porte sur la précarité des jeunes, est-ce une fatalité? Je crois que, alors c'est Philippe Martin qui va l'animer, mais je crois que ça commence par un interview. Et donc, je laisse la parole et je cède la parole, la parole à l'interview.